BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. Le futur a trouvé son rythme de croisière, c'est le vendredi, les pros des cryptos. Bienvenue à tous, nos talents cette semaine, ils nous rejoignent ici en plateau. Owen Simonin, fondateur de la chaîne YouTube Hasher avec un H au début et patron de Meria. Il nous accompagne cette semaine ici à Paris. Bienvenue Owen. Et également avec nous Stanislas Barthélémy, président de la DAN et qui nous accompagne aussi beaucoup. Bienvenue Stanislas, on est ravis de vous retrouver. Messieurs, il se passe beaucoup de choses dont on se serait passé d'ailleurs dans l'univers crypto, pas tellement en termes d'événements négatifs propres aux cryptos, mais les cours des cryptos, dus à des facteurs manifestement externes, sont en train de se casser la figure. La semaine a été sacrément difficile. Xavier Fenot est avec nous, associé pour Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver. Tout à l'heure, les 60 000 $ sur Bitcoin, ça y est, ont été touchés. On a perdu 50% par rapport au plus haut. On peut parler très franchement d'un crack et un vrai bon gros crack. Mais ça remonte un peu là. Aujourd'hui, en ce vendredi après-midi, 67 000 $. Graphiquement, comment voyez-vous la suite, Xavier ? Oui, c'est vrai que c'est très compliqué sur Bitcoin. Bon, là, on est à plus 7% sur la journée. On a quand même fait moins 14% hier, perdu jusqu'à moins 20% sur la semaine, moins 10% la semaine passée. Effectivement, j'appelle même plutôt ça un marché en pleine capitulation. Après, on avait déjà constaté en fait depuis 3 mois la sous-performance du Bitcoin par rapport aux actifs risqués traditionnels. Et après, on a eu cette phase de stabilisation qui a duré 2 mois, en décembre, en janvier. Et puis tout ça couplé en fait à cette tension globale, que ce soit géopolitique, sur le secteur techno, la Fed, l'or et l'argent capables eux aussi de perdre entre 10 et 30% en une journée, des publications d'entreprises encore très violentes en termes de réaction de marché, etc. Le marché crypto, c'est vrai qu'il est bien plus risqué, plus volatile, moins liquide. Il a décroché en premier en mode on récupère du cash. Alors, on avait une grosse zone à 75 000 $, c'était les plus bas de 2025, c'était important. Elle aura tenu que 4 jours pour que finalement Bitcoin décroche d'un étage supplémentaire. Et ce qu'on fait dans ces cas-là, en fait, vous venez de le dire, on regarde en fait la variation par rapport au plus haut en disant c'est risqué, c'est beaucoup, etc. En oubliant d'où l'on vient et en oubliant qu'il n'y a pas de performance sans risque dans quelque marché que ce soit. 2025, on a eu 6 mois compliqués avec 30% de drawdown, même chose en 2024. En 2022, on a perdu 80% pour tomber à 15 000 $ pour repartir à plus de 100 000, faire quasiment x10. Et je passe les années précédentes où c'est du même ordre. En fait, ce qui est super important dans ces moments, c'est de ne pas surréagir à chaud, et je le dis à chaque fois, mais il faut être progressif dans ses choix. Je disais ici il y a quelques semaines que même si on devait retomber à 75 000, voire 55 000 $, on ne souhaitait pas, maintenant on y est, on restait quand même en tendance haussière à long terme, et que je préfère, et ça n'engage que moi, plutôt d'acheter sur des replis que dans l'euphorie. Et comme ça, on a pu s'en sortir en 2024, en 2025, avec, certes, plus de violence en ce début 2026 dans les mouvements. 55 000 $, c'est la dernière grosse zone clé vraiment importante à surveiller, donc à préserver ces prochaines semaines. C'est un point de repère long terme. Et 75 000 $, le précédent niveau dont on parlait juste avant, il va falloir reconquérir pour mettre derrière nous une énième situation de panique sur le marché. Je rappelle, en 2022, Bitcoin avait perdu 81% de sa valeur en un an, avant d'être multiplié par quasiment x10. Souhaitons que ce soit quand même moins long cette fois-ci. Et je terminerai en disant que s'il faut paniquer, il faut le faire en premier. C'est trop tard, ça n'engage que moi. C'est pour cela qu'on risque désormais d'avoir des rebonds tout aussi violents, même temporaires, comme on le connaît aujourd'hui. Donc calme et progressif, aussi bien dans l'euphorie que dans la panique. Xavier Fenot, toujours hyper méthodique et qu'on aime suivre aussi sur les réseaux Interactive Trading. Merci beaucoup Xavier. On a donc perdu sur le Bitcoin 50%, puis les sommets, ça s'appelle un crack. Il vient d'ailleurs de vivre le Bitcoin sa pire semaine depuis mai 2022. À l'époque, il s'était effondré à cause de l'écosystème Terra qui lui-même s'était effondré. On en est là, pire semaine depuis mai 2022. Pourquoi ? Est-ce une simple recorrélation au Nasdaq ou un problème plus profond lié aux cryptos ? On va poser cette question à nos pros dans un instant. Bientôt un système de retraite américain, en tout cas indexé aux cryptos, en tout cas incluant les cryptos, c'est le souhait du patron du gendarme des marchés aux États-Unis, la SEC. Il a expliqué cette semaine qu'il était grand temps, ce sont ces termes, que cela advienne. Le timing est étrange, ou pas d'ailleurs. Tiens, est-ce que c'est quand le marché baisse qu'il faut revenir ? En diversifiant, on posera cette question. Et puis, l'Ether et la blockchain Ethereum. Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, questionne les Layer 2. Il a publié un post sur X cette semaine qui a fait pas mal parler. Détails à suivre avec nos pros des cryptos. C'est votre machine à condenser l'essentiel, les pros des cryptos chaque vendredi. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Avec donc Owen Simonin pour Meria, à la tête de sa chaîne YouTube Hasher avec un grand H. Bonjour Owen. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Et Stanislas Barthélémy, le président de l'ADAN. Bonjour Stanislas. Bonjour Guillaume. Ravi aussi de vous retrouver. Messieurs, on a tous attaché nos ceintures depuis le début de l'année. Mais alors là, cette semaine, c'était la pire. La pire semaine depuis 2022. Et tout le monde cherche des explications à cet effondrement, cette chute importante du Bitcoin. Pour la première fois, le krach n'est pas dû à des causes internes aux cryptos. Il n'y a pas eu de scandale comme en 2022, comme les années précédentes. Non, ça vient pas de l'écosystème crypto, il n'y a pas eu de déclencheur lié à l'actualité crypto à proprement parler. Alors est-ce que c'est une recorrélation au Nasdaq, tout simplement, la tech américaine qui souffre en bourse? Le Bitcoin est-il en train de se retrouver pris dans les courants du monde, lui qui prétendait y échapper, Owen? Oui, dans le sens où il y a naturellement beaucoup de raisons qui sont pointées du doigt. Il n'y a pas une raison particulière. C'est vrai que c'est pas une mécanique qui vient du monde de la crypto ou une raison comme FTX ou encore le crash de l'écosystème Terra Luna à l'époque. Donc c'est particulier. Tout le monde essaie de trouver un petit peu sa raison et de justifier de par sa petite analyse pourquoi les cours baissent autant. La réalité, c'est que le problème de la corrélation, c'est une très bonne question parce qu'on a l'impression que Bitcoin se corrèle de temps à autre à certains actifs. Le problème, c'est que certains parlent d'un or digital, d'une réserve de valeur, et je suis plutôt aligné avec ça mathématiquement quand on regarde le fonctionnement de Bitcoin. Par contre, il n'a pas forcément profité de la hausse des métaux, mais il était corrélé à l'or quand l'or s'est cassé la figure. Donc à croire que ça ne va que dans une certaine direction. Même chose pour le Nasdaq. On a l'impression que quand la tech américaine perdait de la valeur, Bitcoin, qui était considéré comme un actif tech à risque, on oubliait totalement les 21 millions d'unités et la supply rare. Là, on se concentrait vraiment sur un actif technologique risqué. Dès que l'environnement macro passe risk-off, les gens vendent. Et comme le Bitcoin, on peut le vendre tout le temps, 24/24, week-end et jours fériés, on le vend. Pire que ça encore, c'est Wall Street qui s'est emparé de Bitcoin. D'ailleurs, c'est la toute première fois que ce ne sont pas pour des raisons mécaniques que Bitcoin passe de nouveaux records en 2023. C'était les ETF de BlackRock qui l'ont poussé début 2024, à la hausse. Et donc, on a eu un bull run un peu particulier. Certains se sont dit qu'on n'en a pas eu. Du coup, certains espéraient qu'il n'y ait pas de bear market, qu'il n'y ait pas cette phase baissière. Et pour le coup, c'est encore une fois pas une raison mécanique. C'est bel et bien une vente violente qui est accélérée pour moi par tous ces nouveaux produits financiers, que ce soit des produits à levier qui permettent en gros d'avoir un volume dingue autour d'un seul et même Bitcoin et qui créent ces mouvements avec une amplitude folle. Stanislas, comment vous vivez cette chute? Comment vous parvenez ou pas d'ailleurs à l'expliquer? J'ai inversé le sens de mon téléphone quand je regarde les graphiques et donc je le vis bien. Non mais par-delà cette mauvaise blague, les corrélations entre les actifs, ça va, ça vient comme la queue du chien, si je puis dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bitcoin, c'est ce que la majorité du marché pense que Bitcoin est, c'est-à-dire un actif risqué. Et j'aime beaucoup faire une comparaison, c'est un peu le canari dans la mine. Owen le disait, on peut le vendre le dimanche à 17h quand il y a une mauvaise annonce. Et quand on a des actifs risqués et qu'on a peur du risque, c'est un des premiers actifs qu'on vend. Donc on est souvent dans l'euphorie et souvent là dans une dépression un peu trop importante à mon goût. Après oui, c'est sûr qu'il faut mesurer son risque, mettre les bons montants dedans. Mais c'est pas intrinsèque à Bitcoin ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a toujours des blocs toutes les 10 minutes, ça tourne, la promesse de valeur est toujours là à moyen long terme. Après, il faut savoir survivre au court terme. François Villeroy-de-Galhau, le gouverneur de la Banque de France, il était ce matin l'invité de BFM Business et évidemment, Laure Closier l'a interrogé sur cette chute du Bitcoin, l'analyse, le regard, la réaction de François Villeroy-de-Galhau, donc le gouverneur de la Banque de France. On va l'écouter et vous rebondirez l'un et l'autre dans un instant. Sur le Bitcoin, nous avons toujours dit que c'était un actif très volatile et très risqué. On peut investir en Bitcoin, mais on le fait à ses risques et périls. Effectivement, ce qui est en train de se passer montre que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Souvenez-vous de tous ceux qui nous expliquaient que c'était la monnaie de demain, parce que la monnaie allait être complètement décentralisée, privatisée, libertaire. Je n'ai jamais cru ces discours, ils sont en train d'exploser. Ou ceux qui nous disaient que le Bitcoin, c'était un placement sûr, où on avait à la fois des rendements élevés et pas de risque. Ça n'existe pas, ça, en matière financière. Laure Closier, j'en profite pour redire, si un jour un conseiller financier vous dit « j'ai un produit formidable pour vous qui rapporte beaucoup et qui a zéro risque », ça n'existe pas. Fuyez. Factuellement, il a raison quand on entend ses propos. Après, c'est toujours un peu facile d'être l'arbitre des élégances en définissant deux extrêmes et en disant « moi, je suis la raison au milieu ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui explique que Bitcoin, à court terme, va remplacer toutes les monnaies. Et à l'inverse, il n'y a pas grand monde non plus qui dit que Bitcoin, c'est un placement pas risqué. La volatilité, elle est intéressante et volatilité égale risque. Donc il a raison factuellement, mais bon, je pense que ça lui fait aussi un peu plaisir de constater que les cours tombent, mais c'est de bonne guerre.
Owen. La vraie question, c'est si on demandait après à Madame Lagarde de prendre la parole sur la chute récente du Bitcoin, est-ce qu'on aurait un discours différent ? Je suis pas sûr. Et par contre, j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce que ce genre de personnes répondraient à. Oui, et par exemple, les métaux qui sont considérés comme des réserves de valeur, des valeurs refuges. On a l'argent qui a perdu 32% de sa valeur sur une séance. C'est quoi ? C'est un placement certain, sans risque ? Qui avait promis ça ? Et même l'or, hein, l'actif refuge des actifs refuges qui a beaucoup souffert. Ouais. Non, la réalité, c'est qu'il faut simplement rappeler que oui, justement, c'est parce qu'il est considéré comme un actif risqué qu'il a encore la volatilité d'un actif risqué. Il est encore jeune, il y a eu énormément de nouveaux produits qui ont été créés dessus et donc des liquidations et des cascades qui tirent son prix. Mais Bitcoin émet toujours un bloc de transactions toutes les 10 minutes et sa promesse technologique. Il est quand même dans son rôle de ne pas faire en sorte que des personnes ne maîtrisant pas, n'ayant pas les conséquences, le recul, les paramètres de risque y aient. Donc encore une fois, il est dans son rôle et nous, on est dans notre rôle de trouver que c'est un peu toujours critiqué à chaque fois qu'il baisse. C'est la 4e fois que je le vois s'effondrer, 4e fois que des gens disent « on vous l'avait dit ». Oui, c'est vrai. Moi, je l'ai acheté à 280 $. Il y en a qui s'emballent à la hausse. Il y en a qui s'emballent à la hausse quand le Bitcoin monte, ils sont euphoriques. Puis il y en a qui sont euphoriques quand il baisse. On voit certaines personnes aujourd'hui euphoriques de voir le Bitcoin baisser en disant vous voyez que c'est un actif qui sert à rien. Sauf que quand même, il y a une des promesses de Bitcoin qui me semble un peu challengée par la période qu'on est en train de traverser. Vous le disiez, vous avez beaucoup insisté sur cette promesse. Elle est fondamentale, donc elle vous tient aussi à cœur. Le nombre de Bitcoin est limité, 21 millions. Avec les effets de levier pour un certain nombre d'investisseurs en Bitcoin, est-ce que quelque part ce côté limité n'est pas là complètement challengé avec tous ces effets de levier? Est-ce que finalement on n'arrive pas à investir en Bitcoin de façon illimitée désormais? Les ETF aussi hyper liquides, est-ce que d'une certaine façon ça vient pas battre en brèche l'idée d'un actif hyper limité? Non, c'est comme l'or et l'or papier. Instantanément, comme il y a beaucoup d'instruments financiers, les instruments financiers peuvent être liquidés, il peut y avoir une cascade de ventes qui va pousser finalement la baisse du prix réel de l'actif, mais en réalité, c'est pas parce qu'il y a plein de, on va dire, Bitcoin papier et de volume artificiel créé autour. Certes, ça se répercute sur Bitcoin et ça nous fait une très grosse chandelle rouge, c'est ça. Mais in fine, pour les gens qui achètent et qui détiennent du Bitcoin en spot, rien n'a changé. Oui. Rien du tout. Il faut l'aborder le Bitcoin comme certains abordent l'or, non pas pour voir son prix évoluer, mais pour le posséder en vrai et en direct. C'est ça l'idée. Et ce Bitcoin-là, il n'est pas affecté par la multiplication des effets de levier ou la liquidité des ETF. Le cours si, puisque s'il y a on va dire des positions qui sont trop leveragées, mécaniquement on le voit quand il y a un événement de liquidité comme ça, ces positions explosent et donc le prix explose. Et c'est là où il faut prendre un pas de recul et que quand on investit pour les personnes qui ne font pas de trading, à moyen et à long terme. Donc après, la promesse, elle est toujours là. On n'est pas forcé à utiliser son Bitcoin en collatéral pour faire des effets de levier, entraînant des risques derrière de capitulation et donc de perte de son collatéral. Oui. Alors, il y en a qui profitent de la baisse pour racheter des Bitcoins. C'est le cas de Cathie Wood, dont le fonds ARK évidemment est très suivi par les acteurs de la tech, qui est une des pionnières pour l'investissement dans la tech. Eh bien, elle a racheté tout récemment des bitcoins. Elle y voit une opportunité manifestement, Stanislas. Pas que des bitcoins, par ailleurs, aussi des entreprises, le capital d'entreprises qui sont dans le monde de la crypto. Je pense notamment à Bitmain ou à Circle. Pourquoi ? Parce qu'elle a un pari sectoriel depuis longtemps et qui se retrouve dans le Bitcoin qui symbolise ça. C'est de dire, ce secteur demain va être une partie des canalisations et l'infrastructure financière, d'où Circle et les stablecoins. Donc je parie que ce secteur sera plus haut dans quelques mois et c'est assez cohérent comme stratégie de se dire si elle a la conviction et qu'en ce moment on est peut-être en dessous en termes de valeur fondamentale de elle, ce qu'elle estime sur ces boîtes, c'est pas déconnant de prendre une position. Owen. Si on prend une moyenne mondiale du coût du matériel informatique pour miner du Bitcoin, les fameux mineurs de Bitcoin, les ASIC, et qu'on regarde à peu près combien les acteurs payent l'électricité, pour la grande majorité, et je dis bien pour la grande majorité, car il y aura toujours des personnes qui ont des conditions très particulières qui rendent le minage rentable, mais aujourd'hui, ça coûte entre 75 à 80 000 $ d'extraire un Bitcoin. Donc, à 60, 65 000, et même s'il peut descendre momentanément plus bas, ça va pousser l'algorithme de difficulté à se mettre à jour pour diminuer la rentabilité de certains. Il y aura moins d'acteurs qui vont le miner, ça va réorganiser plein de choses dans le réseau, et donc certains acteurs ne mineront plus et achèteront du Bitcoin parce que c'est plus rentable de l'acheter. Et ça vient inverser une certaine pression acheteuse. C'est le même pari qu'on joue depuis plus de 6 ans sur ce plateau, quoi. Ouais, c'est un sacré coup de pied dans la fourmilière, ce qui est en train de se passer. Le président de la SEC, dans ces temps difficiles pour le Bitcoin, s'est exprimé. L'art du timing, ou au contraire, il est à côté de la plaque, je ne sais pas. Le président de la SEC, le gendarme des marchés américains, a cette semaine estimé que le moment est venu pour intégrer les cryptos au système de retraite américain. Est-ce que c'est vraiment le meilleur moment et qu'est-ce qu'il espère avec ça ?
Le momentum est intéressant. La phrase a été prononcée dans une belle semaine, donc c'est vrai que ça va permettre ça va en faire rire plus d'un. Il y a 3 choses qui sont précisées. Premièrement, ça a toujours été le cas. Les Américains sont exposés de façon directe ou indirecte à des actions ou aux crypto-monnaies d'une certaine façon. Donc c'est simplement le fait de vouloir mettre un cadre sur quelque chose qui, selon lui, est déjà effectif, selon ses mots. La deuxième chose, c'est qu'il s'agit de se poser les bonnes questions. S'il y a un problème un jour sur ce genre de produit, qui est responsable ? Le custody, celui qui détient la crypto-monnaie, la fiducie qui va du coup gérer et ficeler tout ça, le distributeur qui a été chercher le client et qui lui a proposé un produit de retraite qui inclut des crypto-monnaies. Donc c'est plutôt une question sur comment est-ce qu'on structure et comment est-ce qu'on met un cadre clair autour de quelque chose qui dans les faits est déjà en pratique et est souhaité surtout par beaucoup d'Américains. C'est surtout ça ce qui a été abordé. Maintenant c'est vrai que la phrase qu'il a prononcée est très forte. Il est grand temps que Bitcoin ouvre, que les retraites ouvrent leurs portes à Bitcoin, sachant que c'est une poche de liquidité. Je n'ai pas les chiffres exact, mais je crois que c'est 13 ou 15 000 milliards, quelque chose comme ça, 401K. Donc ce serait une liquidité assez folle et autant rentrer aujourd'hui qu'il y a quelques mois, me direz-vous. Ça vous déplairait pas que le système de retraite américain inclue davantage les cryptos? Ah mais je le sens, ça vous déplairait pas. D'un côté, oui et non. Oui pour le prix, mais on en arrive exactement à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le prix corrige aussi fort? Parce qu'il y a eu une entrée violente de personnes qui viennent pour une spéculation court terme et qui n'en ont pas la même définition que moi. Ils viennent pas pour l'actif et ce qu'ils proposent, ils viennent pour jouer. Ils ont joué dans un sens comme dans l'autre. Évidemment, je préfère les vagues à la hausse. Ouais. J'aime bien associer Bitcoin avec la retraite et donc quelque chose de long terme. Je trouve que l'horizon de temps est assez intéressant. Après, il met un petit bémol qui est intéressant à noter. Il dit on peut déjà s'exposer à des fonds de pension dans cette enveloppe qui est 401K pour la retraite. Fonds de pension qui eux-mêmes peuvent déjà être exposés à de la crypto. Donc il ne faut pas en ajoutant la crypto qu'il y ait une sorte de double exposition. Donc il y a un peu de transparence et c'est ce qu'il dit. D'ailleurs, il dit le moment est venu, mais ça c'est une coïncidence. Oui, les conséquences de cette chute du Bitcoin aussi sur les entreprises. Stratégie qui met le Bitcoin au cœur de sa trésorerie. Stratégie tremble-t-il? Le groupe qui accumule des Bitcoins a vu la valeur du Bitcoin passer, ça y est, c'est fait, on le voyait venir de façon sous son prix d'achat moyen. Et si cela durait, combien de temps Stratégie pourrait-il tenir sans avoir à se faire harakiri, sans avoir à vendre ses Bitcoins, Stanislas? Ça dépend de la manière dont ils ont structuré leurs produits. Globalement, ça peut durer quelques années et à ces niveaux de prix, ils peuvent survivre. Mais ce qui n'est pas le cas de toutes les autres entreprises qui ont le même modèle, c'est-à-dire j'achète du Bitcoin ou une crypto et derrière j'émets des actions, etc. Parce qu'eux, ils ont commencé très tôt. Donc il y a quand même une situation particulière qu'il faut noter. C'est vraiment l'ingénierie financière. C'est pas évident de comprendre comment ils se sont structurés. Ouais. Mais en tout cas, lui, il garde un discours et une phase publique de dire je continue d'acheter du Bitcoin. C'est sûr que si demain le Bitcoin vaut 10 000 $, en l'occurrence, c'est pas la même histoire. Le Bitcoin est passé sous le prix d'achat moyen de Stratégie. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir longtemps, Owen, sans se faire harakiri, sans vendre leur Bitcoin, ce qui détruirait toute leur histoire en l'occurrence s'ils vendaient leur Bitcoin? Fait peur là tout de suite, c'est pas le prix de Bitcoin. Alors évidemment, quand on a basé 95-98% de la valeur de son entreprise sur un stock, on n'a pas envie de voir ce stock exploser. Ce qui fait peur au marché, c'est le fait qu'ils soient obligés de vendre. En vendant, ça va faire peur et ça va faire baisser le prix de l'actif, ce qui va les mettre dans une situation encore plus délicate et les obliger à vendre encore plus. Et donc là, c'est un cercle vicieux catastrophique. La réalité, c'est la suivante. Tant qu'ils peuvent se financer, ils peuvent renouveler leurs dettes, tenir leurs engagements sans avoir à vendre leur stock aussi basse soit sa valorisation. Donc ce qui leur fait peur, c'est vraiment le robinet du financement et leur capacité à aller chercher encore de nouveaux capitaux, c'est-à-dire leur capacité à maintenir l'intérêt de les financer. D'un autre côté, ils ont déjà des réserves de cash. Ça a été très critiqué à l'époque parce que les gens voulaient qu'ils se basent uniquement sur Bitcoin et rien d'autre, mais ils ont mis un peu de dollars américains dans leurs réserves, ce qui fait qu'ils peuvent honorer, je crois, plus de 2 ans de dettes parce qu'ils ont des dettes qui arrivent à échéance. Donc même si le prix va très mal, ils peuvent techniquement sur le papier tenir la position. Maintenant, comme c'est une ingénierie financière qui est très poussée, très complexe, avec beaucoup de petits détails, les mois qui viennent nous diront beaucoup de choses, mais ce sera plus de la panique et du fuck sur du court terme qu'autre chose. Il reste hyper chill, la direction de Stratégie, très chill face à la chute du Bitcoin, pas de souci. Je vous cite le PDG tout à l'heure, d'ailleurs, dans le pire des scénarios, dit-il, si le prix du Bitcoin chutait encore de 90% pour atteindre 8 000 $, dit-il, 8 000 $, le pire des scénarios, ce que je continue à trouver assez difficile à imaginer. Ben, c'est à ce moment-là, à 8 000 $ que notre réserve de Bitcoin égalerait notre dette nette et nous ne pourrions alors plus rembourser nos obligations convertibles en utilisant notre réserve de Bitcoin. Voilà.
Donc il faudrait peut-être descendre à 8000 pour que ça devienne un vrai souci. Ils sont très chill, oui, ça va, ça se passe bien. Ils ont vécu la bulle de 2000 déjà, ils ont l'habitude. Ouais. Et si stratégie craquait, donc ce serait un boom pour un boom B2OM, non, BOU, bref, l'explosion du Bitcoin. S'il descend à 8000, on est déjà mal, hein. Faut le savoir, faut se poser les bonnes questions. Mais... Ouais. Là, ils en rachètent des Bitcoin stratégie. Ils en ont racheté cette semaine, Stanislas. Ils en rachètent et après ils ont un process particulier, ce qui fait que quand ils l'annoncent, le prix d'exécution en moment de baisse est toujours assez drôle d'ailleurs. Donc ils achètent toujours cher parce qu'ils l'achètent sur courant d'une semaine et ils l'annoncent le lundi. Donc évidemment que quand la semaine est assez sanglante, le lundi, tout le monde se moque d'eux. Mais oui, ils continuent d'acheter. Et Owen le disait à juste titre, ils ont 2 ans de cash. Donc c'est plutôt, à mon avis, la durée que l'intensité, le sujet. C'est les pros des cryptos, votre épisode hebdomadaire le vendredi, à retrouver en podcast et replay tout au long du week-end sur l'application BFM Business, notre chaîne YouTube aussi. On va parler également des stablecoins, parce que pendant ce temps, les stablecoins continuent de tisser leur toile et continuent d'inquiéter les banques traditionnelles. Elles viennent de lancer, les banques traditionnelles, avec la justice de New York, une offensive judiciaire contre les stablecoins. Ouais. Tout à fait. Et là, on arrive sur une vraie belle question qui se passe en termes de régulation dans le monde. C'est qu'en gros, les banques commencent à comprendre que les stablecoins sont en train de prendre de plus en plus de valeur. On sait que Standard Chartered a pris la parole en disant qu'il s'attendait à ce que ce soit des centaines de milliards de dollars de dépôts dans les années à venir. Sauf que la banque, elle a besoin des dépôts. C'est le ratio, c'est son équilibre, c'est son bilan, c'est son terrain de jeu. Et donc, le fait de voir des stablecoins qui distribuent des rendements directement aux clients, ça dérange. Pourquoi ? Parce qu'historiquement, quand votre argent est à la banque, il n'est pas dans un petit tiroir avec notre nom. Il travaille, il génère des rendements et ce rendement est au profit de la banque. Un rendement qui, en plus de ça, est important dans le bilan pour toutes les autres activités de la structure. Donc, voir une monnaie, un stablecoin émis, distribué à des particuliers qui en profiteraient directement, ça pose des vraies questions de fond. Et c'est ça que les banques remontent aux États-Unis. Et d'ailleurs, ça pose beaucoup de critiques parce qu'elles rentrent en frontal avec les acteurs qui veulent distribuer ces rendements aux gens. Et ces acteurs-là vont se retrouver privés de distribuer ce genre de rendement et prennent la parole en disant mais c'est même pas une question de régulation, c'est même pas une question de stabilité bancaire, c'est une question commerciale. Il y a un nouveau produit qui peut être remis entre les mains du peuple et ça ne vous arrange pas et vous voulez l'interdire. Et donc c'est le vrai gros débat et ça fait beaucoup de bruit parce que le président de Coinbase a pris la parole en disant mais en quoi c'est un problème que les gens génèrent des rendements qui étaient autrefois entre les mains des banques. Et là, c'est le gros sujet. C'est pas une question d'être pour ou contre, c'est une question de position et évidemment d'intérêts commerciaux. Oui, c'est un peu comme les syndicats de la SNCF qui ne veulent pas voir une concurrence apparaître sur les rails français. C'est pareil, les banques ne veulent pas voir une concurrence sur les rails de l'argent. Voilà. C'est clairement le sujet. Bon, mais c'est étonnant parce que les banques américaines lancent donc une procédure judiciaire contre les stablecoins, alors que les banques européennes, elles veulent créer des stablecoins. Cette semaine, on a vu BBVA rejoindre un consortium pour créer ou lancer des stablecoins euros. Comment, deux salles, deux ambiances, Stanislas ? Pas tellement de salles, deux ambiances, parce que le sujet de fond est le même. C'est est-ce qu'on peut utiliser le rendement généré par le collatéral du stablecoin et le distribuer au client final ou au détenteur final ? MiCA, donc le texte réglementaire européen MiCA, répond non. Et donc là, aujourd'hui, les stablecoins euros qu'on a, et en l'occurrence ce consortium Kivalis avec BBVA, grande banque espagnole qui le rejoint. Avant, il y a eu BNP, il y a eu Unicredit aussi, les Italiens. Ils ne redistribuent pas le rendement du collatéral parce que ce stablecoin, il sera collatéralisé par des bons du trésor des pays européens et du cash. Et aujourd'hui, c'est plutôt le consortium qui va récupérer l'argent, mais comme d'ailleurs des émetteurs de stablecoin aussi, Tether, je crois, si je ne dis pas de bêtises, sont contre la redistribution parce qu'aujourd'hui, leur activité et leurs revenus dépendent entièrement de ça. D'où la position intéressante du patron de Coinbase, parce que lui, il a un accord avec Circle exclusif qui fait que 50% des revenus de Circle reviennent de droit à Coinbase, donc il détruit un peu son propre business model de par une conviction. Donc c'est pas tellement les banques versus les émetteurs de stablecoin, on voit que les positions sont un peu différentes en fonction des intérêts. Owen ? Non, tout à fait, c'est exactement ça, et je pense que pour moi le gros terrain de réalignement ne sera pas uniquement politique, ce sera quand ce sera dans l'intérêt des banques elles-mêmes d'émettre ce genre de stablecoin et qu'elles pourront, entre guillemets, sur la réserve, générer du rendement, alors que l'utilisateur lui-même pourra, par exemple, dans la finance décentralisée, générer du rendement également. À ce moment-là, tout le monde y trouvera son compte, les banques elles-mêmes à émettre des stablecoins et les utilisateurs à les utiliser, quitte à ce qu'il y ait un rééquilibre. Et à ce moment-là, peut-être, si tout le monde mange, il y aura un accord.
Si tout le monde mange. C'est exactement ça. On va revenir aux grandes cryptos après ce petit détour par les stablecoins. Juste pour vous signaler, lundi, une spéciale du club BFM Crypto avec Sandra Gandouin consacrée à la chute du Bitcoin. Lundi, donc, notez bien, 15h et ensuite en podcast et replay. Et pendant ce temps, Ethereum, d'abord l'Ether n'échappe pas à la baisse, mais Ethereum a réalisé en janvier une mise à jour, la blockchain manifestement majeure, qui n'empêche pas cette mise à jour son fondateur Vitalik Buterin de continuer de s'interroger. Il se pose beaucoup de questions, Vitalik Buterin, et là il s'interroge cette fois sur le succès des Layer 2 qui ne profitent pas au prix de l'Ether. Que dit-il ? J'ai un play sur ce qui vient de se passer. Pour moi, l'Ether s'effondre, comme Bitcoin et comme la plupart des crypto-monnaies, d'accord ? Il y a eu cette mise à jour qui, encore une fois, facilite l'interaction entre les secondes couches et la couche principale, ce qui fait que c'est encore moins coûteux pour toutes les autres blockchains dites Layer 2, comme par exemple Base, Arbitrum, comme par exemple Optimism, de venir remonter les transactions et les sécuriser sur la chaîne principale. C'est une super bonne chose parce que jusqu'à présent, dans le discours de Vitalik Buterin, le créateur d'Ether, Ether est là pour apporter la sécurité. La scalabilité, elle viendra de ces sortes de shards, en fait, de tous ces sous-réseaux qui vont permettre de faire beaucoup plus de transactions, beaucoup moins chères. Sauf qu'il s'est passé deux choses. Premièrement, aujourd'hui, la blockchain Ethereum, depuis cette mise à jour, est beaucoup plus scalable. Des transactions qui peuvent être non significatives, très rapides, qui coûtent très peu cher. En plus d'avoir beaucoup moins d'utilisation, il y a surtout une grande scalabilité technique qui est arrivée. Et en plus de ça, tous les revenus générés par la blockchain Ether, qui se comptaient en milliards, 3 ou 4 milliards, se comptent maintenant en dizaines de millions pour la blockchain Ether. Donc en faisant cette mise à jour, elle redistribue tous ses revenus dans les petits sous-réseaux. Ah oui. Et c'est pour ça que sur le prix du jeton Ether, ça a eu un impact négatif. Mais là, on a eu une baisse violente à un moment où Vitalik Buterin est en train de changer de discours. Il a pris la parole il y a quelques jours et il revient non pas sur cette mise à jour, mais il explique qu'en réalité, la scalabilité, le réseau principal est capable de la gérer. Les réseaux secondaires n'arrivent pas à se décentraliser. Donc certes, ils sont très rapides, mais ils ne remplissent pas non plus la part du contrat qu'ils avaient sur la décentralisation. Et le réseau principal propose une scalabilité folle, très peu coûteuse. Peut-être qu'il est grand temps que les Layer 2 et ce qu'ils pensaient jusqu'à présent être l'avenir soient remis en cause et que ce soit peut-être la blockchain principale qui devrait récupérer du revenu. Pour l'instant, ça se matérialise pas dans une mise à jour. Mais s'il fait une mise à jour et qu'il commence à récupérer des récompenses dans les blocs pour resservir les revenus de la blockchain principale, là, on pourrait voir un Ether qui vient nous donner ce qu'il n'a pas offert sur les 2 dernières années. Oui. En tout cas, il n'offre plus grand-chose aujourd'hui. Et ça dépendrait de la décision d'un homme, contrairement au Bitcoin sur lequel c'est complètement impossible. Probablement pas d'un homme, mais de son réseau. À partir du moment où on opère sur Ether, pourquoi être contre ? Il est très optimiste, Owen, sur les bases du moment. Stanislas, comment regardez-vous ce discours vis-à-vis des Layer 2 ? Est-ce qu'il ne rapporte plus au cours de l'Ether ? Je suis en phase avec ce que dit Owen, c'est-à-dire qu'il y a eu un subventionnement de ces réseaux de couche 2 pour permettre plein de transactions. Et c'est ce subventionnement qui aujourd'hui est mis en question, parce que si on commence à valoriser Ethereum en se disant il y a du staking, ce fameux, on sécurise la production des blocs, ça crée du rendement. Si on commence à calculer ce revenu versus la market cap, on est sur des ratios qui sont assez importants. Mais c'est juste qu'une manière de voir et de concevoir Ethereum. Je trouve que son discours ne change pas tant et que la news a fait grand bruit, mais quand on lit son article, il dit juste qu'il y a plusieurs manières de faire la scalabilité et que la chaîne principale augmente sa taille, entre guillemets, de capacité à accepter des transactions. Ça va plutôt dans le bon sens, je trouve. Je pense aussi. Oui. Il y a de l'espoir. On termine sur une note d'espoir. C'est les pros des cryptos à consommer sans modération. Parlez-en autour de vous. J'imagine que dans votre entourage, on va vous demander alors ça va, tes investissements en crypto, c'est pas trop dur. Vous avez plein d'arguments à apporter. Les ripostes là dans ce podcast et replay à retrouver tout au long du week-end. Merci à Owen Simonin, sa chaîne YouTube Asher avec un H. Combien Owen, combien d'abonnés ? Je crois qu'on est à 100 abonnés des 800 000. 100 abonnés. Si près du but. La semaine prochaine, vous nous accompagnez aussi, Owen ? Je pense. Je crois, je suis plus sûr. Mais en tout cas, là, ce sera réglé. Là, c'est ça. On suit ça aussi. Merci beaucoup à Stanislas Barthélémy, président de la DAN. Salut Stanislas. Bon week-end à tous les deux et à tous. BFM Business, BFM Crypto, les pros.